Moi, c'est aussi le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La Guinée-Bissau. Avec une superficie de 3 512 millions de kilomètres carrés et 142 millions d'habitants. Juste pour vous donner une image de l'UEMOA qui nous réunit ce matin, une UEMOA pour laquelle les pères fondateurs avaient donc pour ambition de créer un marché commun, un seul marché pour 8 pays, mais un marché prospère, un marché ouvert, un marché concurrentiel. Je suis Madame Kabo Aïssa Sidikou et je suis la représentante de la commission de l'UEMOA au Sénégal. Je précise bien commission de l'UEMOA, parce qu'il y a souvent une sorte d'amalgame entre l'UEMOA et la commission de l'UEMOA, parce que la commission est l'organe exécutif de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est plusieurs organes, des organes de direction, des organes de contrôle, mais c'est aussi des institutions spécialisées autonomes comme la Banque centrale, la Banque ouest-africaine de développement ou l'autorité des marchés financiers. Donc c'est juste pour vous donner une image. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, m'acquitter d'un devoir, je dirais même d'un plaisir. C'est celui d'adresser la gratitude de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, aux autorités du Sénégal qui nous accompagnent au quotidien dans nos activités. En son nom, donc au nom de M. Abdoulaye Diop, je souhaite à tous la cordiale bienvenue. Je suis accompagnée par nos deux ministères statutaires, à savoir le ministère des tutelles, le ministère des Finances, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Je suis également accompagnée par le personnel du bureau de représentation, dont la conseillère vous a fait tout à l'heure une entrée en matière sur ce que nous allons faire au cours de cette matinée. Mais il y a aussi toute l'équipe d'organisation qui était sur pied depuis plusieurs jours pour que cette activité puisse être réalisée. Je suis heureuse aussi d'accueillir mes trois mentorés que j'accompagne dans le cadre donc, de leurs activités. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir donc, tout ce beau monde à côté. Ça me donne beaucoup plus de force pour parler avec vous, avec la presse, sur les activités de l'UEMOA depuis 30 ans. On l'a dit tout à l'heure, l'UEMOA a été créée en 1994. Donc nous sommes en 2004. En 30 ans, beaucoup de choses ont été réalisées. Qu'est-ce qui fait de l'UEMOA une organisation résiliente? Nous savons tous que des chocs exogènes se sont invités au processus d'intégration. On peut parler des crises sanitaires, de la crise russo-ukrainienne, des crises économiques générales. Mais l'UEMOA est resté debout. Même pendant la crise sanitaire, l'UEMOA n'a pas enregistré un taux de croissance négatif, comme c'est le cas dans plusieurs zones. Alors, qu'est-ce qui fait cette résilience? Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces années? Je vais d'abord parler du cœur de métier de la Commission. Ce cœur de métier, c'est la libre circulation. Aujourd'hui, les biens, les personnes, les capitaux, les services circulent librement d'un pays à l'autre. On n'a pas besoin de visa pour circuler à l'intérieur de l'espace communautaire. Et c'est une avancée. La simple carte d'identité biométrique est suffisante pour traverser les frontières. De la même manière, les ressources naturelles et les produits originaires de l'UEMOA circulent librement d'un pays à un autre. Vous le savez tous, nous partageons la même monnaie. Cette facilité est aussi un avantage dans le cadre du commerce d'une manière générale. Je vous parlerai aussi des professions libérales qui permettent donc à des chirurgiens dentistes, à des docteurs, des vétérinaires, des comptables, à des architectes
de s'installer librement dans l'espace communautaire. Ce sont des avancées du processus d'intégration. Les étudiants ne sont pas en laisse. Les étudiants bénéficient des avantages de la libre circulation. Les étudiants et les jeunes d'une manière générale. Les étudiants s'inscrivent au même tarif que les nationaux dans les universités publiques de l'espace communautaire. Sans compter toutes les actions qui ont été menées pour doter l'espace communautaire de centres d'excellence régionaux à un niveau universitaire, pour éviter que les jeunes soient obligés de se former hors de l'espace communautaire. Alors, qu'est-ce que l'UEMOA a fait? L'UEMOA a identifié des institutions déjà spécialisées, a renforcé leurs capacités pour que ces institutions soient à un niveau international conformément à toutes les universités dans lesquelles les étudiants habituellement vont dans notre espace communautaire. Aujourd'hui, ces avantages se retrouvent dans la zone UEMOA. On n'a pas besoin de se déplacer pour avoir une formation de qualité. Au Sénégal, il y a 6 écoles, 6 centres d'excellence régionaux qui ont été identifiés. Le CESAG, le ISMB, Subdeco, Africa Rice, ESTM et ISM. Nous avons d'autres écoles dans les autres pays de l'espace communautaire. En termes de bourses d'études, la commission accompagne les étudiants, avec, quand on prend la période 2005 à 2019, il y a 61 bourses qui ont été accordées par la commission. Et depuis 2022, nous avons 10 bourses par an et par pays. Donc c'est une très grande avancée. Et c'est la manière dont l'UEMOA accompagne un peu l'enseignement supérieur, mais aussi le renforcement des capacités, consciente que la jeunesse est aujourd'hui le pilier de la croissance. Un autre aspect de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est le programme d'appui à l'enseignement supérieur, où à peu près 3000 cadres de l'administration sénégalaise ont été formés, sans compter toutes les dispositions qui ont été prises pour harmoniser le baccalauréat, pour harmoniser le système LMD, pour interconnecter 53 structures nationales et renforcer des bibliothèques dans les universités nationales. Mesdames et messieurs, ces avantages en faveur des jeunes, en faveur de la recherche, ont été renforcés parce que l'UEMOA s'est rendu compte que, d'une manière ou d'une autre, il fallait s'adapter à l'environnement international. S'adapter signifie quoi? S'adapter signifie créer de plus en plus de conditions d'adaptation pour les étudiants aussi, mais créer de plus en plus de systèmes pour que les étudiants puissent s'insérer dans les formats internationaux. Alors pour cela, 2 programmes phares. Il y a des pôles régionaux de formation et de recherche dans 4 domaines précis qui ont été identifiés comme des domaines prioritaires: l'agriculture, l'aménagement du territoire, la santé et l'énergie. Donc aujourd'hui, la Commission s'est engagée à formellement former les jeunes dans ces domaines. Il y a aussi la formation professionnelle. Depuis 2022, la Commission accompagne 24 métiers prioritaires. Et je pense que c'est une grande avancée parce qu'on s'est rendu compte que la formation professionnelle n'est pas très développée en Afrique. Et c'est aussi un moyen de contribuer à l'employabilité des jeunes. À côté donc de ces actions en faveur des jeunes et des étudiants, la Commission accompagne les entrepreneurs dans plusieurs domaines. Déjà dans le domaine de l'artisanat, avec un code de l'artisanat et un programme d'accompagnement des entreprises artisanales, avec aussi une amélioration du climat des affaires, mais aussi et surtout des actions phares en faveur des startups, en faveur des entreprises par les bureaux de mise à niveau, et également en faveur du programme qualité. L'UEMOA s'est investi dans la recherche de solutions pour avoir le label Made in UEMOA. Donc, nous avons un programme qualité. Et dans ce programme, le système ouest-africain d'accréditation est le système qui nous permet aujourd'hui
de certifier les produits qui sont faits dans l'UEMOA. Le programme Talent international à l'Africain, le programme Talent africain à l'international, c'est un programme qui, pour moi, est très innovateur parce que la Commission a identifié des entreprises qui sont engagées dans l'exportation et a mis donc en relation ces entreprises avec des cadres africains, des cadres de l'UEMOA, pour renforcer donc les capacités de ces cadres-là, mais aussi leur permettre d'avoir un premier emploi et permettre aussi aux entreprises d'avoir des compétences. Ce programme est, pour moi, c'est un programme à succès, parce que nous avons aussi cette libre circulation donc, des talents au niveau de l'espace communautaire. Et au niveau du Sénégal, il y a 39 entreprises qui se sont inscrites et 350 jeunes talents, donc qui ont aujourd'hui la possibilité de travailler dans l'espace communautaire. Autre activité ou bien initiative en faveur de l'entrepreneuriat, c'est la stratégie de développement de partenariats public-privé que la Commission a voulu, que la Commission a souhaité, afin que le secteur privé soit assez fort et puisse compétir dans le cadre des infrastructures d'envergure au sein de l'espace communautaire. Le secteur privé aujourd'hui, pour nous, est un secteur qui devrait porter la croissance. Ensuite, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, la Commission accompagne aussi les entreprises afin que les entreprises et même les économies d'une manière générale puissent profiter pleinement des avantages de cet accord. Et la Commission a identifié quelles étaient les préoccupations du secteur privé et un plan d'action a été adopté pour accompagner le secteur privé. Il y a plusieurs autres domaines dans lesquels nous intervenons. En général, quand on parle de l'UEMOA, beaucoup de gens ne voient que ce qui se passe dans les administrations. Parce que quand on parle de l'UEMOA, on va vous parler de taux de croissance, on va vous parler de taux d'inflation, d'endettement. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est le quotidien des populations. Comment est-ce que l'UEMOA, au quotidien, impacte la vie des populations? C'est pour ça que je m'appesantis un peu sur ce côté un peu sectoriel, un peu, j'allais dire, beaucoup plus terre à terre. Mais c'est aussi parce que c'est l'aspect de l'UEMOA qui n'est pas connu du public et qui mérite d'être connu. Parce qu'aujourd'hui, les interventions de l'UEMOA sont dans tout ce que nous faisons. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, un fonds spécial a été créé, mais quand je prends le cas du Sénégal, nous accompagnons la Sénélec dans ses activités. Et ça, je pense que c'est assez important, il faudrait le souligner. En dehors de cet accompagnement de la Sénélec, il y a aussi des actions directes en faveur des populations, comme par exemple l'installation de lampadaires solaires pour faciliter l'éclairage public. Il y a par exemple 1835 lampadaires solaires qui ont été installés au Sénégal, sans compter 4 mini-centrales solaires, des chauffe-eau solaires dans 8 hôpitaux et 100 kits solaires photovoltaïques communautaires. Donc, ces actions permettent non seulement d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi des entreprises. Dans le même ordre d'idées, dans le cadre de l'économie numérique, à côté des actions de réduction des tarifs, la Commission agit donc en offrant une plus large gamme de produits, notamment la digitalisation de 120 domaines administratifs. Je dis bien 120 domaines administratifs par pays que la Commission s'engage à financer dans les États, sans compter 30 cases numériques dans les coins les plus reculés,
afin que la couverture numérique soit générale dans tout l'espace communautaire. Je ne pourrais pas ne pas parler de l'agriculture. L'agriculture occupe plus de 60% de la population active. Moi, je dis même que l'agriculture, c'est le cœur de l'économie. Parce qu'à partir de l'agriculture, nous tirons l'industrie, nous tirons les services. Et pour l'agriculture, la Commission, à côté de la réglementation, s'est investie dans la recherche. Quels sont les domaines prioritaires qui peuvent contribuer à la compétitivité des économies de l'Union? 8 domaines ont été, pas domaines, 8 filières. 8 filières ont été identifiées. La filière coton, c'est indiscutable. En dehors de la production, il y a aussi la transformation, mais il y a surtout la découverte qui a été faite par le CORAF, c'est l'utilisation des résidus du coton pour la menuiserie. Aujourd'hui, nous avons des meubles qui sont faits avec les tiges de coton et c'est une recherche de la commission de l'UEMOA avec le CORAF. Sans compter donc j'ai parlé du coton, il y a le riz, où nous sommes accompagnés par Africa Rice, le centre africain du riz qui est à Saint-Louis. Il y a également le maïs, la filière bétail-viande, l'aquaculture, la pisciculture, mais aussi la tomate et l'anacarde. Donc ce sont des domaines prioritaires que la Commission accompagne en termes de structuration, mais aussi en termes de recherche et d'accompagnement en numéraire. Toujours dans le domaine de l'agriculture, un système informatique a été initié sous forme donc de plateforme et nous avons aujourd'hui en temps réel des informations sur le système agricole au sein de l'espace communautaire, que ce soit en termes de précipitation, en termes de production, en termes de température, de climat. Nous avons toutes ces informations qui sont disponibles, mais il faut reconnaître que ce sont des informations qui concernent l'agriculture avec grand A, donc la pêche, l'aquaculture, la pisciculture, tous ces domaines sont concernés. Donc, à côté des systèmes d'information, il y a bien sûr la valorisation des produits locaux. La stratégie est en cours au niveau de la Commission, même si nous avons tout de même créé une sorte de plateforme de la consommation des produits locaux, parce que ce sont des dérivés de l'agriculture. Le mois d'octobre, au sein de l'UEMOA, est consacré comme le mois du consommé local. Au cours du mois d'octobre, la commission de l'UEMOA, dans tous les pays, organise des foires de découverte. La découverte des produits locaux, qu'ils soient juste naturels ou qu'ils soient transformés. Et ça permet donc d'échanger entre les différents acteurs et aussi de mieux connaître nos produits, parce que nous-mêmes qui sommes assis ici, nous ne connaissons pas tous les produits de nos tiroirs. Donc la Commission offre cette possibilité d'aller à la source pour tirer le meilleur de nos ressources et pouvoir les transformer. La dernière activité, peut-être par rapport à l'agriculture, mais pas des moindres, ce sont les programmes et les projets de développement communautaire pour accompagner les agriculteurs. Comment renforcer les capacités des agriculteurs? Il y a d'abord des séances de formation, mais il y a également, pour le cas du Sénégal, des magasins de stockage des semences, des graines. Il y a actuellement 122 magasins de stockage au Sénégal, donc c'est presque dans toutes les régions. Nous avons 4 marchés à bétail, des abattoirs frigorifiques, sans compter l'aménagement de 1000 hectares de périmètres agro-silvo-pastoraux que nous sommes en train de mettre en place. Et je l'ai dit tout à l'heure, la gouvernance dans les filières maïs, riz, coton. Et un des projets qui pour moi est un bijou, c'est vraiment le projet intégré qui a été fait à Saint-Louis, à Diamamaray, qui est un projet agriculture, pisciculture, alimenté par de l'énergie photovoltaïque.
pour moi, ce projet est un bijou. C'est un projet qui a été mis en place pour accompagner les jeunes, parce que l'idée, c'est de faire travailler les jeunes dans cette ferme-là et de pouvoir donc les accompagner dans des activités génératrices de revenus. Il y a bien sûr plusieurs accompagnements parce que la Commission fait aussi des subventions, mais nous appuyons certains ministères, par exemple pour le ministère de l'Agriculture, dans la protection des végétaux, dans la protection des ravageurs, contre les ravageurs de fruits, ou bien dans la certification des semences céréalières. Je ne pourrais pas dire que j'ai fini de parler de l'agriculture et de la prise en compte de l'agriculture au sein de l'UEMOA. Mais je ne peux pas, en si peu de temps, aborder toutes les questions. Mais il est important que ce que je viens de préciser soit au moins su, soit au moins connu et porté à l'attention du public. Dans le domaine de l'environnement également, un des programmes phares, c'est le programme hydraulique villageoise, où au sein de l'UEMOA, d'une manière générale, 3000 forages ont été installés, avec 452 forages pour le Sénégal, des forages qui ont été très bien accueillis par les populations. Je me rappelle que la représentante qui était en place au moment où on remettait les forages a dit qu'elle a été très émue de voir que certaines populations voyaient de l'eau courante à moins de 10 km pour la première fois de leur vie. Donc, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès, qui a connu un grand engouement et pour lequel les États ont demandé une poursuite. La poursuite a été faite avec la BID qui a accompagné la Commission, avec 65 forages qui ont été donc ajoutés. Donc, au niveau du Sénégal, le projet est complètement clôturé. Toujours dans le cadre de l'environnement, vous savez que le Sénégal est dans une zone côtière avec une érosion côtière qui est très agressive et des digues ont été installées dans 2 zones, à Diokoul, à Rufisque et puis à Tiaoulène. Donc, ces digues ont permis donc d'atténuer l'érosion côtière, de sauver des maisons, mais surtout de sauver même des cimetières. Alors, ces 2 projets sont des projets qui ont été aussi très bien accueillis par les populations, qui nous demandent aujourd'hui de continuer un peu sur toute la zone ouest africaine. Mais d'une manière générale, c'est un peu ce que l'UEMOA fait parce que nous nous sommes inscrits dans un programme plus général avec la CEDEAO pour préserver donc toute la zone côtière ouest-africaine. Pas des moindres, dans le domaine de la santé, vous savez tout ce qui a été fait par la Commission en termes d'accompagnement dans le cadre de la crise Covid, donc en termes de gel, en termes de masques, en termes d'équipements. Et ces équipements continuent aujourd'hui encore avec le ministère de la Santé. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions en train de réceptionner au niveau du bureau des équipements pour le ministère de la Santé qui vont être donc remis au ministère dans les jours à venir. Je ne pourrais pas ne pas parler du genre, même si je ne vois pas beaucoup de femmes dans la salle. Je pense que j'en vois juste aux 2 premières rangées. Mais la commission de l'UEMOA a adopté une stratégie genre, un schéma opérationnel type d'institutionnalisation du genre. Nous travaillons avec les ministères dans les pays chargés donc, du genre, mais surtout, la budgétisation sensible au genre est en train d'être enseignée dans les écoles nationales d'administration de l'UEMOA. Ça, c'est une très grande avancée. Et on se rend compte que les États adhèrent à notre proposition d'inclure le genre de la planification des activités jusqu'à leur réalisation, pour diminuer un peu, même quelquefois, la pénibilité des femmes dans certaines actions. Et aujourd'hui, au Sénégal, tous les ministères ont une cellule genre donc, qui prennent en charge donc, la thématique dans les différentes activités des ministères. Je ne pourrais pas ne pas parler de la culture, parce que le droit de propriété
littéraire et artistique est en vigueur depuis 2023. L'industrie créative a été identifiée comme industrie prioritaire pour l'UEMOA parce que nous voulons avoir une vision assez large. Nous voulons avoir plus de visibilité à travers la culture, mais c'est aussi un moyen d'employer les jeunes. Et nous sommes sensibles à ce besoin de retourner aux sources pour recréer en fait une culture qui est en train de disparaître au sein de nos États. Peut-être juste parler un peu de l'aménagement du territoire. Là, je viens de vous faire le point un peu de ce que moi j'appelle l'intégration productive. Voilà, c'est ce qui a été développé. Mais il est important aussi que vous sachiez sur le plan spatial comment est-ce que l'UEMOA est en train de s'organiser. Parce que qu'on le veuille ou pas, pour créer un espace communautaire, il faudrait aussi que, de manière physique, qu'on puisse dire, voilà, qu'on a un maillage en fait des activités. Et dans ce maillage, il y a toutes les questions qui sont liées bien sûr à la réglementation, mais il y a aussi les questions qui sont liées aux infrastructures routières. Donc nous contribuons à des études routières, nous contribuons également à des réhabilitations de routes, mais également à la mise comment dirais-je, à la mise en relation des différentes zones par des postes de contrôle juxtaposés qui permettent aussi, peut-être pas sur le plan spatial, mais qui permettent aux populations de ne pas perdre trop de temps aux frontières. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de diminuer donc, les tracasseries administratives aux frontières. Donc, ces postes de contrôle juxtaposés permettent donc, en une fois, de faire toutes les formalités et puis de passer à autre chose. Bien sûr, il y a toutes les questions qui sont liées au schéma. Nous avons un schéma de développement de l'espace régional qui est en fait une cartographie de l'espace régional dans tous les domaines. Domaine énergétique, domaine agricole. C'est-à-dire, avec cette carte, nous pouvons savoir où se trouvent les ressources. Et surtout, la Commission a demandé aux États d'adopter à l'interne des plans nationaux d'aménagement du territoire. Le plan du Sénégal a été adopté en Conseil des ministres par le chef de l'État en 2021. Donc tous les États se sont inscrits dans cette même zone. C'est pour que, en regardant juste sur une carte, que nous puissions dire, OK, cette zone est une zone de production, cette autre zone est une zone peut-être d'agriculture, d'énergie et tout. Donc, nous sommes en train de faire ce travail de maillage. Alors, il y a aussi, bien sûr, les questions du règlement 14 dont tout le monde a entendu parler, qui permettent aujourd'hui de préserver le patrimoine routier. Donc, nous avons des stations de pesage qui permettent donc d'avoir le poids. Surtout, la Commission accompagne les États dans le renforcement de leurs capacités. Vous avez tous entendu parler de la surveillance multilatérale qui permet aujourd'hui au pays d'avoir une discipline budgétaire. Les États de l'UEMOA savent qu'ils ne doivent pas dépasser, par exemple, 70% de taux d'endettement, mais c'est un exercice. Il faut les accompagner. Il faut de temps en temps faire le point au Conseil des ministres ou bien au chef d'État. Tout ça pour expliquer que l'interaction entre la Commission et les États passe aussi par cet exercice. Et un pacte de convergence avait été adopté. Nous avons préféré ne pas trop contraindre les États pendant la crise sanitaire. Donc, la Commission, enfin les chefs d'État, ont souhaité que le pacte de convergence soit peut-être mis en veilleuse, mais que cet exercice de surveillance multilatérale continue. Et c'est ce qui est fait chaque fin de semestre. La Commission rend compte donc des avancées dans le domaine de la croissance, de l'inflation, dans le domaine aussi j'ai parlé tout à l'heure de l'endettement, mais aussi de la pression fiscale. Bon, ce sont des domaines, c'est vrai, très techniques, mais c'est juste pour dire que nous sommes ensemble, comme je dis. Alors, toutes ces actions ne peuvent pas être réalisées, bien sûr. Ce sont des initiatives qui donnent beaucoup de visibilité à la Commission, mais qui ne peuvent pas être réalisées si nous n'avons pas un cadre
sécuritaire performant. Et aujourd'hui, la question de la paix et de la sécurité est une question cruciale dans la zone UEMOA. Vous savez qu'il y a 3 pays de la zone UEMOA qui sont régulièrement confrontés à des problèmes de sécurité et nous sommes en train de lutter pour que nous puissions les accompagner, surtout avec les collectivités territoriales, déjà en termes de renseignement, en termes de formation, en termes aussi d'équipement. Et il y a un fonds de sécurité qui a été mis en place en 2019 pour accompagner ces pays-là. Donc, globalement, je pense que ce sont les points sur lesquels je voulais intervenir avec vous. Peut-être juste pour résumer par rapport au programme et au projet. Au niveau du Sénégal, nous avons à peu près 40 projets et programmes qui ont été déployés dans les 14 régions du Sénégal, dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, des transports, infrastructures routières, énergie, enseignement supérieur, recherche. Donc, juste pour rappeler que ces programmes et ces projets ont commencé à l'UEMOA à partir de l'année 2005. Avant 2005, la Commission ne faisait que des textes, réglementation, dans tous les domaines. À partir de 2005, les chefs d'État ont dit « Ok, il est temps maintenant que les populations sentent l'UEMOA, qu'il y ait des actions visibles, des actions qui impactent leur quotidien. » Et donc, à partir de 2005, nous avons commencé ces projets de développement. À partir de 2011, la Commission a souhaité que des représentants résidents soient aux côtés des populations. Des bureaux de représentation ont été créés pour créer cette synergie, cette proximité avec les peuples. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les pays de l'UEMOA, vous avez un bureau de représentation qui est une sorte de relais des activités de la Commission de l'UEMOA. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier. Il y a encore beaucoup à dire sur l'UEMOA, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel et je reste à votre disposition pour des questions d'éclaircissement ou pour des compléments d'information. Merci beaucoup.